Bonjour à tous. Bonjour. À tous d'abord. Merci d'être présents à cette intervention d'actualité au Vendée Marque 2022. On vient de passer l'année 2022. On s'est dit qu'il était temps, effectivement, de faire une petite revue en Vendée Marque et dessin un modèle de ce qui a pu se passer durant l'année passée. Alors avec après, effectivement, une sélection qui est faite par nous, je dirais, sur les actualités. On a un parti pris. Donc c'est nécessairement pas exhaustive, mais l'idée effectivement c'est de pouvoir faire un retour. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Pierre Langlais. Cécile Billot, enchanté. Donc on est tous les deux effectivement avocats associés du cabinet Solvoxia. On vous enverra le PowerPoint juste rapidement. Le cabinet Solvoxia, c'est un cabinet de niche dédié à la propriété intellectuelle, de tout ce qui est lié à l'informatique Internet et aux données personnelles. Voilà, on intervient en tant que conseil contentieux. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler donc de marque d'abord, et puis après, effectivement, de dessin et modèle. Je te laisse démarrer. Donc, alors, en réalité, on a mis actualité 2022. Il y en a aussi certaines de fin d'année 2021. Donc là, on va entamer avec les marques. On va commencer par un point jurisprudentiel sur le sujet. Et en fait, on va passer en revue plusieurs sujets relatifs notamment à la validité des marques, des questions procédurales et puis après quelques jurisprudences sur des sujets de contrefaçon. On va rentrer directement au vif du sujet sur la validité. Donc la validité d'une marque peut être remise en cause et discutée en direct devant l'INPI. Elle peut être discutée éventuellement par l'INPI lors d'un dépôt de marque ou plus classiquement, j'ai envie de dire, dans le cadre de demande conventionnelle, dans le cadre de procédures en contrefaçon ou encore en nullité qui aura été initiée. Donc à cet égard, la marque elle peut être invalidée, je pense que vous le savez, pour plusieurs raisons. Si elle est contraire à l'ordre public, si elle est dépourvue de caractère distinctif, si elle est trompeuse ou encore si elle a été déposée de mauvaise foi. Donc là, on va passer en revue plusieurs exemples sur ce sujet spécifique. Donc la première jurisprudence, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 octobre 2022. Pour le contexte, en 88, il y a un animateur de télévision, je pense que vous le connaissez, de Chavannes, qui a commencé à utiliser l'expression « sortez couvert » pour sensibiliser les jeunes sur la prévention sur le sida. Et il y a une campagne commune qui a été lancée entre ce présentateur et puis une société, et ils vendaient des préservatifs à l'époque à 1 franc. Je nie pas, mais... donc voilà, il y avait plusieurs autres actions de communication qui avaient été menées ensuite sur ce nom-là, et ils ont découvert qu'il y avait une marque qui avait été déposée, donc là vous la voyez, sortez couvert avec le point d'exclamation, et plusieurs noms de domaines avaient également été réservés. Donc il y a une règle qui est la suivante, c'est que si un enregistrement est demandé en fraude des droits d'un tiers, celui qui estime avoir le droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Donc c'est ça qui était invoqué en fait par les demandeurs. Du coup, la Cour, qu'est-ce qu'elle commence par faire? Elle commence par relever que le nom en question, il était bel et bien utilisé depuis de nombreuses années. Et ça ressortait notamment d'une revue de presse qui était très très abondante. Il y avait des émissions télé, des émissions radio, des articles de presse qui étaient soumis à la juridiction. Et le nom, il était par ailleurs déposé depuis longtemps aussi sur des boîtes de préservatifs qui étaient vendues en pharmacie dans les universités et qui par ailleurs faisaient l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale. Bref, la Cour a considéré que les demandeurs, ils avaient bien un intérêt à agir et à s'opposer à l'usage du signe, et elle note que le dépôt était frauduleux parce qu'il avait été fait dans l'unique but de priver en fait les personnes qui avaient le droit d'usage sur le nom de la possibilité de continuer à en faire usage. Il a été également retenu que, au vu du nombre de pièces qui avaient été fournies au débat, notamment ce que j'évoquais, la revue de presse très abondante, il ne pouvait pas raisonnablement être considéré qu'il n'avait pas connaissance en fait, de l'usage qui était fait. Alors, ce qui avait aussi joué dans sa défaveur, c'était de dire que le dépôt avait été fait avec la ponctuation exacte utilisée à l'époque pour le signe. Donc voilà, et je note
mauvaise foi confirmée. Et je note dans cet arrêt quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a un préjudice moral qui a été retenu parce que il a été noté par la Cour que en fait, ils agissaient de manière désintéressée et que de ce fait, le dépôt était presque encore plus de mauvaise foi. Alors en réalité, je regardais encore tout à l'heure la décision, il n'y a pas eu de transfert de la marque parce qu'elle a été refusée avant son enregistrement par l'INPI. Donc voilà pour ce premier sujet sur le dépôt de mauvaise foi. Alors, une deuxième décision en dépôt de mauvaise foi, je vous propose de commenter. C'est une décision qui avait été rendue l'année dernière, mais quelque chose qui est l'année d'avant, mais qui est intéressant parce qu'elle est dans le même état d'esprit. C'était une marque qui avait été H Royal Kex, qui avait été déposée dans le domaine du vin. Ce qui se passe, c'est qu'on avait, un vendeur, un négociant de vin français qui avait signé un contrat de licence de marque avec une société chinoise en vue de commercialiser des vins français en Chine. Il s'est avéré que le fils du père du dirigeant de la société chinoise, là-dessus, c'est compliqué. Le cousin de la psychiatre Jules. Effectivement, le fils du gérant de la société chinoise, plus facilement, avait déposé cette marque, la marque H Royal Kex, pour du vin en France. La problématique qui se posait, c'était que le négociant en vin français exploitait de manière assez extensive sur ses vignettes et dans le cadre de ses marques le terme royal et puis également le terme Kex et puis le terme le H, effectivement le H. Donc ni plus ni moins en fait le déposant avait fait une sorte de melting pot au moment du dépôt, avait déposé H Royal Kex, là-dessus effectivement se sentant plus malin que les autres. Une action en nullité a été introduite devant l'INPI par le négociant en vin. Action en nullité devant l'INPI, on l'avait déjà dit l'année dernière, mais c'est une nouveauté depuis la loi Pacte. Effectivement, aujourd'hui, on est en capacité de faire des actions en nullité directement devant l'INPI. On n'est pas nécessairement obligé d'aller devant les tribunaux, ce qui est vraiment un changement majeur qui permet d'avoir des procédures beaucoup plus courtes, beaucoup moins chères, effectivement, pour les demandeurs à la nullité. Donc, la nullité pour défaut de distinctivité, d'échéance, dépôt de mauvaise foi, etc. Ainsi de suite. Là, l'un des sujets qui devait être traité dans cette décision, c'était de savoir est-ce que c'est un dépôt qui était fait de bonne foi là-dessus. Et là, finalement, la sanction est tombée relativement facilement parce qu'on a considéré que comme le déposant était le fils du gérant de la société chinoise, voilà, donc finalement, il y avait un lien qui était fait de manière directe, indirecte, entre, je dirais, et du fait qu'il y avait eu cette signature de contrat de licence en amont, là-dessus, tout ça c'était cousu de fil blanc. Donc là, on a considéré qu'il y avait un dépôt de mauvaise foi, d'où effectivement invalidité de la marque. Merci. Donc maintenant une décision de la fin d'année 2021 sur caractère trompeur. Et là, en fait, c'était en lien avec une indication géographique protégée, enfin des indications géographiques protégées. C'est une distillerie normande qui est spécialisée dans le Calvados et qui a décidé de lancer un gin sous le nom Normindia. Alors, ce qui était invoqué, peut-être que c'est pas d'ailleurs, mais tiré un peu par les cheveux, c'était en référence à la région de production, c'est-à-dire la Normandie, et les inspirations pour les saveurs d'Inde. Donc, c'était un melting pot entre Normandie et India. Bref, la distillerie demande l'enregistrement de la marque, enfin dépose une demande d'enregistrement pour des boissons alcoolisées, refus de l'INPI, qui considère en fait que finalement le signe est susceptible d'être trompeur sur la provenance des produits et est susceptible de porter atteinte en fait à plusieurs IGP, dont cidre de Normandie et eau de vie de Normandie. Donc il y a un appel qui est formé de la décision. La première étape qui peut paraître un peu bête comme ça, mais la première étape, c'est la Cour se dit déjà, est-ce qu'on peut rentrer dans les IGP? Donc, premier point, le gin qui a vocation à être commercialisé sous le nom en question n'est manifestement ni du cidre ni de l'eau de vie, donc il ne pouvait pas bénéficier de l'indication géographique.
Une fois que ça c'est fait, la Cour va estimer s'il y a un risque d'atteinte aux IGP en question. Donc, elle compare les produits-services, enfin les produits en question. Donc là, oui, c'est identique, similaire. Et après, sur les signes, eh bien, la Cour considère que les signes Normindia et Normandie sont proches, qu'il y a une imitation et qu'en fait, c'est susceptible d'évoquer la région et les IGP dans lesquels sont produites ces cidres et eau de vie, etc. Donc, et la Cour ajoute également qu'il y a un risque de tromperie aussi parce que il se pourrait très bien qu'il y ait des produits qui ne sont pas produits en Normandie, qui seraient revêtus de ce nom-là et du coup, difficulté. Donc, confirmation du refus d'enregistrement prononcé par l'INPI. Cette décision, pourquoi elle est relevée? Parce qu'il paraissait intéressant de se dire que quand on fait des recherches d'antériorité, notamment quand on va estimer si le nom qu'on souhaite déposer à titre de marque ne porte pas atteinte à des droits tiers, on oublie parfois qu'il y a aussi les IGP, les AOP, etc., qui peuvent constituer un obstacle à l'enregistrement. Donc voilà, cette jurisprudence pour rappeler que voilà, si on sent que ça nous rappelle IGP, AOP, il y a peut-être une difficulté. Et ça, c'est souvent oublié, je trouve. Alors, on change de domaine. On va maintenant s'attacher à parler de la protection d'un néon. Là-dessus, effectivement, alors, c'est assez décision de 15 juin 2022. C'est assez cocasse, parce qu'effectivement, je pense que tout à chacun, on a essayé de supprimer tous les néons qu'on avait au plafond les 20 dernières années pour les remplacer par des luminaires, mais le néon, titre industriel, est revenu à la mode. Et effectivement, donc, typiquement, ça portait sur ce néon qui est un style qui est, je pense que vous avez probablement vu, qu'on voit dans les bâtiments un peu industriels, en fait, là-dessus, et qui milite pour le côté industriel du bâtiment là-dessus. Donc, le sujet, c'est une question de marque tridimensionnelle. Une marque, en fait, on peut déposer tout signe, quel qu'il soit, à titre de marque, pour autant qu'effectivement, il soit distinctif. Donc, ce n'est pas nécessairement un logo ou une marque verbale qu'on dépose des marques. On peut tout à fait déposer effectivement quelque chose qui est la forme d'un produit ou la forme d'un conditionnement là-dessus. L'exemple le plus concret, c'est par exemple la fameuse bouteille de Contrex. Je ne sais pas si vous voyez dans le commerce, bouteille de Contrex, tout de suite, même sans étiquette, on est capable effectivement de reconnaître la bouteille de Contrex ou la bouteille de San Pellegrino, Perrier, San Pellegrino, etc. Là-dessus, effectivement. Cette forme, effectivement, va effectivement être un signe de ralliement de clientèle derrière. Donc, le fabricant de ce néon avait déposé à titre de marque tridimensionnelle son néon, partant du postulat qu'il était assez distinctif et pour être un signe de ralliement de clientèle. Alors, on est quand même sur une protection qui est extrêmement restrictive et aujourd'hui, on protège les marques tridimensionnelles si effectivement les caractéristiques du produit qui est déposé à titre de marque présente des caractéristiques très inhabituelles ou étrangères au domaine concerné là-dessus. Et là, pour le coup, les offices sont très, très rigoureux et très durs vis-à-vis des marques tridimensionnelles. À mon sens, trop dur là-dessus aujourd'hui. Concrètement, effectivement, aujourd'hui, il y a déposé auprès de l'INPI en France une marque tridimensionnelle et un chemin du combattant là-dessus, effectivement. Donc, c'est effectivement assez compliqué par rapport à ça. Bon, dans le cas présent, la question s'est posée et là, les juges de la Cour d'appel de Paris a été amené à considérer que finalement, la forme du néon était assez courante, finalement, assez habituelle dans le domaine concerné et que par conséquent, on ne pouvait pas considérer que ce serait distinctif, donc perçu comme un signe de ralliement par le consommateur. Alors, néanmoins, le fabricant du néon s'en sort quand même au titre du parasitisme, parce que finalement, il y avait eu énormément d'efforts de communication. Alors, il y avait deux choses. C'est que le concurrent qui était attaqué avait repris quasi stricto sensus la même forme de produit, même néon, au centimètre près, effectivement. Ce qu'on appelle une épicervile. Ça, c'était extrêmement gênant en termes de loyauté du commerce. Et puis, il y a eu une grosse campagne de promotion de ce néon, de cette forme de néon, auprès des professionnels pour, je dirais, sa vente. Et les juges ont considéré que finalement, on profitait effectivement de ce faisant. Finalement, il y a
le concurrent second profitait finalement un peu de la renommée et de tous les investissements qu'avait fait le premier entrant sur le marché avant. Donc il y a condamnation de ce fait. Mais en revanche, la marque tridimensionnelle est annulée. Alors, du coup, là, une autre décision, toujours sur la distinctivité. Donc, vous voyez, c'était une demande d'enregistrement alors, pour quel type de produit, pensez-vous? Pour des pommes de terre et des produits à base de pommes de terre, produits alimentaires, donc la petite chips Smiley. Du coup, la marque est refusée à l'enregistrement. Le déposant, c'était McCain. Et pourquoi elle est refusée à l'enregistrement? Parce que là, la Cour considère que finalement, Smiley, c'est couramment utilisé dans le commerce à des fins promotionnelles. Et que du coup, en fait, si je résume, là, on est sur un sujet de distinctivité intrinsèque. C'est-à-dire que la Cour considère que le consommateur moyen ne va pas percevoir, ne va pas appréhender le signe comme un signe de ralliement de clientèle à proprement parler. La Cour relève que voilà, généralement c'est beaucoup utilisé sur les packaging, ça évoque un sentiment de joie, etc. Le consommateur est très habitué à le voir, mais en soi, ça ne va pas permettre au consommateur de se dire tiens, c'est telle entité qui est derrière. Ça me rappelle une jurisprudence qu'il y avait eu aussi, je pense, il y a 2-3 ans sur LOL qui avait été déposé. Je trouve que c'est un petit peu le même sujet. Donc pas de distinctivité intrinsèque. Pas apte à permettre de savoir l'origine commerciale des produits derrière. Ce qui est intéressant dans cette décision aussi, c'est que finalement, le déposant disait, OK, bon, seconde étape, deuxième tiroir, il invoquait l'acquisition du caractère distinctif par l'usage massif qui aurait été fait du signe. Et là, en fait, retoqué également parce que, en fait, la Cour vient dire, oui, sur les packaging, c'est vrai que ça fait l'objet d'un usage intensif. En revanche, c'était toujours accolé à un élément verbal, c'était McCain Kid Smile. Et la Cour a considéré que c'était ça qui constituait le signe de ralliement de clientèle et pas l'élément figuratif qu'on voit. Donc, je trouvais ça intéressant de ce fait-là. Donc là, pas de distinctivité non plus pour cette marque. Alors, une marque, alors drôle et pas drôle. Quelqu'un avait effectivement eu en fin d'année 2021, avait été amené à déposer la marque Divorce Box pour des produits d'imprimerie et des services juridiques. Alors, le produit, effectivement, était une box qui permettait effectivement d'assurer son divorce de manière efficace là-dessus. La décision, il y avait la l'INPI de refuser la marque. Il y a eu un recours devant la Cour d'appel de Paris qui a tranché dans le même sens en disant que l'association de divorce et du terme box pour des services, une procédure pour des services juridiques. On doutait effectivement que les services juridiques étaient à destination de gens qui voulaient divorcer là-dessus, que par essence, effectivement, ce ne serait pas compris par le consommateur comme désignant, je dirais, une marque, mais plus une palette de services effectivement juridiques permettant justement d'aboutir à un divorce là-dessus. Voilà, donc plutôt rigolote, assez cynique. Assez cynique, effectivement. Ce qui nous a amené, parce qu'on fait une illustration chaque mois au cabinet, on a amené une illustration qui est la suivante, et qui était effectivement à distinguer la Smartbox pour les amoureux, effectivement, de nuit en amoureux, le petit déjeuner, et ainsi. Et puis la Divorce Box, c'est une consultation chez un avocat, une séance chez un psy, et un fil à un ami. Là-dessus, donc voilà, concrètement, effectivement, beaucoup trop générique, descriptif. Effectivement. Alors, est-ce que tu veux frôler la perfection, Cécile? Donc, dépôt de la marque, tu veux frôler la perfection, passe à côté de moi, en toute humilité. C'est moi qui devais dire passe à côté de moi. Pour des vêtements. Pour des vêtements. On a des personnes en présentiel, je dis ça pour... on n'interagit pas tout seul avec des fausses personnes. Du coup, donc voilà, la marque est déposée. Alors pour la petite histoire, il y a une action en nullité qui est formée à l'encontre de la marque. Et pour la petite histoire, le déposant disait que l'INPI n'était pas compétent pour trancher la question
puisqu'il avait déposé plainte auprès d'Amazon. Or, il y a une règle qui dit que l'Institut national de la propriété intellectuelle, il est compétent pour trancher sur la demande en nullité d'une marque, sauf, je cite, lorsqu'une telle demande est connexe à une action qui relève de la compétence du tribunal. Donc, il se basait là-dessus. Alors, sans surprise, l'INPI se déclare compétent parce qu'il vient de nous dire que les démarches de plainte qui ont été entreprises auprès d'Amazon, c'est auprès d'une société qui est privée, qui n'a aucune compétence juridictionnelle, et que du coup, on ne peut pas considérer que ça rentre dans le champ de l'article en question. Alors, c'est très juridico-juridique, en tout cas procédural, mais j'avais trouvé en tout cas que c'était audacieux comme argument, mais sans surprise, ça passe pas. Après, sur la validité de la marque, là, celui qui l'a contesté disait que en fait, c'était une expression tout à fait banale et très connue, expression humoristique populaire qui était bien connue, et que c'était très répandu dans ce secteur d'avoir des vêtements qui seraient floqués de ce slogan. Là, ce qui est retenu par l'INPI, c'est qu'il n'y a rien qui vient démontrer que à la date du dépôt, cette expression était couramment utilisée par les opérateurs économiques du secteur, et du coup, la marque est selon l'office distinctive. Donc on voit que la frontière est parfois un peu ténue quand même. On peut quand même poser des questions de savoir si c'est un signe de ça serait perçu comme un signe de ralliement de clientèle. Ouais, c'est ça. Phrase, sur la distinctivité intrinsèque, est-ce que le slogan sera perçu comme un signe de ralliement de clientèle? Ça peut poser question. Effectivement, sur les t-shirts, voilà, c'est beaucoup de questions. Moi, ça évoque mes enfants m'avaient offert un t-shirt pour la fête des pères, avec un jeu de mots sur perfect. Perfect là-dessus, je pense pas. Je pense effectivement, je pense pas qu'effectivement quelqu'un ait déposé. Je ne sais pas perçu comme une marque là-dessus. Mais bon, voilà. Ouais, ça se dit. Tout est en passant. Alors, juste. Alors, attendez, oui, c'est là, effectivement, là-dessus. Alors, on est vraiment dans des marques vraiment très, très à haute valeur ajoutée. On a dit 2021, la marque est la marque imparfaite. Je fasse pas attention à ce que je dis. La marque imparfaite avait été déposée pour, notamment pour tout ce qui était chapellerie, effectivement, et vêtements là-dessus, et avait été refusé l'enregistrement par l'INPI, qui avait considéré que c'était purement descriptif, en fait, effectivement, que c'était pas distinctif comme marque. Là, on a une décision qui va dans un autre sens par la Cour d'appel, et je trouve qu'il est plutôt intéressant d'ailleurs, parce qu'ils font une analyse très très fine, effectivement, de à quoi se rapporte effectivement la marque, pour quel produit elle est désignée là-dessus. La première remarque de l'INPI, c'est que tous les produits qui sont désignés, ce sont des vêtements et des portefeuilles, par exemple, effectivement, tout ce qui est produit en cuir, en parapluie, ainsi de suite, tout ça, et que l'ensemble de ces produits ne sont pas des produits féminins là-dessus. Ce ne sont pas des produits féminins au sens du dictionnaire français là-dessus. Donc à partir du moment où effectivement on met imparfaite, effectivement, ça ne peut pas caractériser une caractéristique du produit qui par essence n'est pas un produit féminin là-dessus. Donc effectivement, une liste très fine là-dessus qui dit effectivement c'est un petit clin d'œil, mais effectivement en français on ne dit pas qu'un vêtement est imparfait. Là-dessus. Donc, il y a ça, effectivement, ce premier élément. Et puis, surtout, le deuxième élément qui est mis en avant par la Cour d'appel, elle dit, mais finalement, quand on dit imparfaite, c'est à la consommatrice qu'on parle. On ne parle pas du produit là-dessus. Alors, c'est la décision qui dit ça, effectivement. C'est pas moi. Ouais, c'est un peu... C'est interglissant, je trouve. C'est interglissant, je ne peux que reprendre la décision, effectivement, et qui dit que la des deux termes peut également être entendue comme, non comme qualifiant un produit, mais la consommatrice qui sera amenée à acheter ce produit. Donc finalement, la marque est reconnue distinctive, car on considère finalement que pas nécessairement c'est perçu comme quelque chose de descriptif là-dessus. Alors, ça se discute là-dessus, on voit effectivement bien qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est quelque chose qui a peut-être. Mais moi, ça me fait penser, si par exemple, cette décision, c'est imparfaite, mais on aurait mis le terme impertinente, par exemple, là-dessus. Impertinente, on ne se serait même pas posé la question de la distinctivité, parce que l'impertinente, par principe, des produits, des sacs à main ou des vêtements ne sont pas impertinents là-dessus. Mais en fait, finalement, je pense qu'ils ont fait le même parallèle. Effectivement, ils ont pris effectivement le terme au stricto sensu, effectivement, pour faire leur précision. Voilà, c'est pas une décision parfaite. Voilà, c'est une décision imparfaite pour le coup. Et voilà. Alors, passons à une autre décision. Ouais, alors là, c'est quelques décisions. On est toujours sur le sujet de la distinctivité, mais c'est pour
montrer que finalement, quand des marques évocatrices passent à l'enregistrement, finalement, elles bénéficient d'une protection qui est quand même très restreinte. Très restreinte. Donc là, alors je ne sais pas, Easy Clean, vous pensez que c'est pour des produits qui ont très... Ménage, oui. Bah ouais. Donc, voilà, exactement. Du coup, là, il y avait une société qui commercialisait donc, des produits d'entretien et nettoyage et qui exploitait la marque. Donc, en fait, deux marques. Il y a E.Zclean et Easy Clean Make It Easy pour un robot aspirateur. Et en fait, il y a un concurrent qui lance un aspirateur balai et le nom qui c'est Easy Clean, comme vous pouvez voir écrit en anglais en fait. Donc, en réponse à l'action en contrefaçon, ce qui est dit, c'est que les marques sont dépourvues de caractère distinctif et du coup doivent être annulées. Et la Cour là conclut à la distinctivité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, sur le premier signe E.Zclean, elle nous dit qu'en fait, en attaque, il y a la lettre E et que ça renvoie plutôt, vous savez, à l'informatique, les communications, etc. Donc, e-commerce, e-learning, etc. Et que du coup, pour des services, enfin des produits qui vont trait au ménage, finalement, c'est pas une construction qui est habituelle et que de ce fait, on peut considérer que voilà, il y a quand même une certaine distinctivité. Et donc, distinctivité pour cette marque. Alors, pour l'autre, c'est un peu étonnant, pour le Easy, E-Z-I, la Cour, elle note qu'en fait, il n'est pas vraiment justifié que E-Z-I, ça va être prononcé easy, et donc le consommateur français ne va pas forcément comprendre le jeu de mots qu'il y a derrière. Le juge ne parle peut-être pas très bien anglais. Je ne sais pas. Non, mais enfin, bon, pour le coup, là, c'est un peu contestable, je trouve. Donc, ils viennent dire que c'est distinctif des produits et services qui sont désignés. Du coup, il n'y a pas de difficulté sur le sujet. Voilà. Pascaline qui n'est pas d'accord avec... Non, mais oui, clairement, là, ça se discute. En tout cas, selon la juridiction, les marques sont aptes à satisfaire la fonction essentielle d'identification de la marque. Par contre, sur la contrefaçon, là, elle n'est pas retenue parce que la juridiction considère que les différences de construction entre les signes font qu'il n'y aura pas de risque de confusion entre eux. Donc là, on voit que la portée de la protection, elle est très restreinte. Et autre décision justement dans le même sens, et ça effectivement c'est important à avoir en tête quand on dépose une marque effectivement qui est peu distinctive, c'est qu'on attire toujours l'attention du client quand tu fais le nom de la marque, il donne sa marque et souvent à chaque fois on dit ah d'accord donc vous avez proposé tel service là-dessus. Quand on est amené à dire ça, ça veut dire que la marque est extrêmement descriptive et peu distinctive là-dessus. Donc si le client effectivement souhaite aller plus avant dans une protection, ce qu'on à préconiser, si vraiment aller plus loin, c'est un dépôt semi-figuratif avec des éléments figuratifs pour donner de la matière de distinctivité, je dirais, au dépôt. Le problème, c'est qu'effectivement, on va potentiellement pouvoir acquérir un type de propriété industrielle, une marque, mais on ne va pas totalement annihiler la distinctivité relativement légère du signe verbal à l'origine. Typiquement là, on était une marque qui avait été déposée, qui était My Luxury Travel. Alors, on ne voit pas très bien Travel là-dessus, effectivement. Et une marque seconde qui avait été déposée, My Luxury Voyage, là-dessus, effectivement. Voilà, effectivement, je mets certains sourires, effectivement, des marques une grande distinctivité là-dessus, effectivement, je pense qu'il a fallu... Des produits à base de pommes de terre. Je pense qu'il a fallu un grand brainstorming pour arriver à ces marques-là. Et déposer pour des services de voyage. La question qui s'est posée d'abord, c'est la question effectivement de la validité de la marque My Luxury Travel. Et là, de la même manière que dans la décision précédente, les juges considèrent que les éléments verbaux associés au logo, au petit globe au-dessus de My Luxury, évoquant le voyage, d'ailleurs, c'est descriptif d'ailleurs, étaient effectivement suffisants à donner une distinctivité à la marque et justifier la validité de la marque. Ok. Effectivement, le demandeur se dit, ça y est, c'est bon, ma marque est valide, je vais gagner. Et en fait, non, on ne gagne pas, parce que dans ces cas-là, comme disait Cécile juste avant, on est dans des marques qui sont très évocatrices, donc avec un périmètre de protection extrêmement limité là-dessus, et que finalement, on va s'attacher à la regarder, finalement, à comparaître
les éléments qui ne sont pas des éléments qui ne sont pas descriptifs. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas prendre en compte nécessairement les éléments descriptifs que tout le monde peut utiliser pour comparer. On va s'attacher aux éléments extrinsèques là-dessus. Donc typiquement là, les logos différents, la manière d'agencer différente, ainsi de suite, tout ça. Mais le fait qu'il y ait une reprise de My Luxury avec voyage à la place de travel ne sera pas nécessairement pris en compte dans l'appréciation de la contrefaçon, parce qu'on va considérer que le consommateur, lui, quand il voit ça, effectivement, il perçoit ça de manière descriptive. Donc lui, par contre, ce à quoi il va porter attention, c'est les éléments, pour le coup, un peu plus distinctifs. Et s'ils sont repris, il y aura un risque de confusion. Et là, c'est effectivement important de l'avoir là-dessus. On a eu une décision qu'on a pu passer il n'y a pas longtemps en matière de poêle à bois aussi là-dessus. Effectivement, à votre avis, quel est le mot qui est le plus utilisé au niveau marketing pour des poêles à bois qu'est-ce que vous utilisez? Opération marketing, qu'est-ce que vous utiliseriez, vous, comme mot très évocateur, effectivement, d'une des qualités, effectivement, d'un poêle à bois? Flamme. Flamme, exactement, flamme, tout à fait. Effectivement, et ça n'a pas loupé. Deux interlocuteurs, une première société avait déposé une marque Soluflamme, effectivement, Soluflamme, en petit clin d'œil à Solution Flamme, et une autre société avait déposé une marque Soflamme, Soflamme, c'est chic. C'est effectivement plus sympa, je trouve. Là-dessus. Et effectivement, pris comme ça, brutto, on se dit, bah, finalement, il y a flamme, des deux côtés, c'est très confusionnant là-dessus. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que là, on se met dans une comparaison qui n'est pas la bonne, entre guillemets, parce qu'on prend en compte finalement les éléments descriptifs que tout à chacun doit pouvoir utiliser là-dessus. Donc, on doit faire l'appréciation en se détachant des éléments descriptifs, en se détachant de flamme. À partir du moment où on se détache de flamme, la marque, elle devient, la comparaison est beaucoup plus dure et le risque de confusion est beaucoup plus dur. Et l'INPI était amené à considérer que sous flamme et sous flamme, il n'y avait pas de risque de confusion parce qu'effectivement, le mot flamme. Alors, dans cette décision, il était démontré qu'en fait, le mot flamme, naturellement, qui vous est venu, était hyper usité dans tout ce qui était poêle à bois et appareil de chauffage, et que, par essence, effectivement, on ne pouvait pas se réserver absolument. Et du coup, je pense, enfin, tu me diras ce que tu es en accord, mais là, dans des cas comme ça, en fait, on voit que si les marques sont validées, ce principe ne sont pas forcément annulées. En revanche, l'intérêt pratico-pratique d'avoir la marque peut se poser. Donc, quand on est sur des sujets comme ça ne veut pas dire que nécessairement il ne faut pas déposer, mais il y a clairement une question stratégique à se poser. Peut-être qu'une dénomination sociale est suffisante en réalité. En l'exploitation d'un nom de domaine. On peut avoir pleinement conscience de ce que vous déposez. Ouais. Après, voilà. Ouais. Ou alors, quoi qu'il y ait une distinctivité par l'usage dans le temps, mais en même temps, on sera enferré dans le même périmètre de protection. Ouais. Je vais penser à un vente privé. Mais il y a une vraie question à se poser, en fait, hein, parce que si on utilise des éléments descriptifs et qu'on dépose la marque, ça veut dire aussi qu'on ouvre le spectre à beaucoup d'autres personnes qui ont déposé avec pas mal d'éléments descriptifs aussi et qui peuvent potentiellement venir chercher des embêtements. Donc, la question peut se poser, en fait. Des fois, on a un peu un réflexe, choisir un nom, je dépose à titre de marque. Ça dépend, il faut voir. Ouais, tout à fait là-dessus. Un peu dans la même... même typologie d'exemple, mais contre-exemple, pour le coup, parce qu'il en faut un peu de chaque côté. Là, c'était monkiosque.fr contre le kiosque. Si je vais un peu rapidement, en fait, là, la Cour, elle retient que donc il y a une action qui était menée. En réponse, on disait les marques ne sont pas valables parce que non distinctives. Donc, sur la marque Mon Kiosque, en fait, la Cour retient que si le mot kiosque, il renvoie en effet, vous savez, dans l'esprit du public, à petit abri qui est à l'extérieur dans lequel on achète ses magazines et ses journaux, il n'était pas montré qu'à la date du dépôt des marques, ce terme était employé avec le pronom possessif mon devant et que l'adjonction des deux ferait nécessairement penser au consommateur, au produit qui est derrière. Là, en l'occurrence, c'était des services de kiosque numérique en 3D.
Donc, alors, il faut savoir aussi, de mémoire, le dépôt, il avait été fait en 2006. Donc, ils disent qu'à ce moment-là, au moment du dépôt, cette construction de marque-là ne renvoyait pas nécessairement au service qu'on entend derrière, ce qui peut très clairement s'entendre. 2006. Oh, En 2006, ouais. il n'y avait pas Internet encore, ça. Non, Non, je rigole. Il n'y avait pas Facebook. C'était 2007. Enfin, Facebook n'est pas un kiosque, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser que ça. Il y avait une kiosque et journaux physiques qui existait déjà, mais effectivement. Ouais. Non, bon, ça se discute, ça se plaide. Mais donc voilà, évocateur, mais pour autant pas totalement descriptif des services qui sont considérés. Donc pas de nullité. Et pour savoir s'il y avait contrefaçon des marques, la Cour a procédé à comparaison des signes en question et a retenu que là, il y avait un risque de confusion en fait, entre les signes en cause. Et la Cour rappelle, et bon, ça va toujours mieux quand même en le rappelant parce que c'est vrai, que même si, si une marque est évocatrice et qu'elle passe quand même, on considère qu'elle n'est pas nulle, même si elle est faiblement distinctive, on ne peut pas en déduire que sa protection est limitée à une reprise à l'identique. Donc là, ils viennent dire que c'est pas que strictement à l'identique. Donc là, ils ont considéré qu'il y avait risque de confusion. Donc on voit qu'en fait, la difficulté, c'est où est-ce qu'on met le curseur, quoi. C'est pas évident. Oui. C'est pas évident. C'est une décision imparfaite. Ça va être notre fil rouge, là. Autre décision, décembre 2021, fin 2021, une décision Shiva sur la société. Vous le savez, une société de ménage, en fait, qui fait appel à des services de ménage. Société Shiva qui avait effectivement à l'origine eu un premier logo, qui est celui qui est au-dessus, Shiva avec une main. Alors, mini parenthèse, là on passe sur des sujets de recevabilité de demande. Je n'ai plus sur le sujet de la distinctive. Je t'en prie. Là-dessus, effectivement. Et donc la question qui se posait, c'était est-ce que devant l'INPI, la demande qui était faite, effectivement, était recevable ou pas. Donc il y avait cette marque Shiva qui avait été déposée initialement avec une main humaine, portant manifestement une éponge ou quelque chose comme ça sur le i de Shiva, et après le logo a changé, et qui est le logo en dessous là-dessus. Il y avait eu un franchisé de la marque Shiva, en fait, qui avait été franchisé de la marque Shiva pendant longtemps, qui n'était plus franchisé, et qui s'était dit, tiens, je vais, pour un peu embêter mon franchiseur, je vais aller attaquer pour déchéance pour non-usage la marque Shiva, la première. Alors, pour déchéance pour non-usage, c'est-à-dire que si une marque n'est pas une marque n'est pas exploitée pendant une période ininterrompue de 5 ans, pour des produits et des services donnés, et elle est potentiellement susceptible de déchéance pour non-usage. Avec la pondération néanmoins que s'il s'avère que c'est l'élément distinctif de la marque et reste néanmoins à lui exploité, on considérera qu'il y a quand même bien eu usage sérieux. Donc, c'est-à-dire, typiquement dans cette marque-là, l'élément distinctif, c'est Shiva. Donc voilà, son action était a priori vouée à l'échec, mais la question qui s'est posée d'abord, c'est la question de la recevabilité. Et là, l'INPI a considéré qu'il y avait un abus de droit, car par principe, effectivement, c'est un ancien franchisé, donc en fait, il faisait ça juste pour courir l'avis de son ancien franchiseur, et que par essence, ça ne pouvait pas être recevable. Et du coup, si je peux me permettre, cette décision, elle est hyper intéressante parce que je ne doute pas qu'il y aura d'autres décisions sur l'abus de droit sur le sujet de la déchéance, parce qu'il est vraiment, il est désormais assez classique, d'autant plus que maintenant on peut demander la déchéance devant l'INPI. Il est assez classique désormais quand il y a une mise en demeure qui est adressée en disant voilà, vous vous rendez coupable d'actes de contrefaçon, etc. Quand bien même la personne sait que c'est exploité, vient faire une demande pour démontrer l'usage sérieux des marques de manière un peu dilatoire pour embêter, parce que c'est hyper chronophage, il faut sortir plein de pièces, il faut démontrer un usage quand même assez important. Donc, c'est une demande qui est souvent faite en réponse à une mise en demeure, et je suis sûre qu'il y aura d'autres décisions pour savoir où est-ce qu'on met le curseur aussi, pour savoir si la personne a abusé de son droit d'agir en justice ou pas. Là, typiquement, c'est tout à fait raison, il y a la déchéance, mais par exemple, quelqu'un se fait attaquer en contrefaçon, il va voir le portefeuille des marques de celui qui attaque en contrefaçon, il se rend compte que, je ne sais pas, il y a une dizaine de marques qui sont des marques très peu distinctives, qui ont été déposées il y a plus de 20 ans, donc qui ne valent pas grand-chose.
contre-attaque, il attaque la distinctivité des marques qui n'ont pas été opposées pour lui dire bah, écoute, sois pas net, est-ce que j'essaie de tuer tes 10 marques? La question, est-ce qu'on est dans un abus de droit ou pas là-dessus? La frontière est vraiment j'ai parce que est vraiment intéressant. Il y aura d'autres décisions, c'est sûr, et c'est intéressant. Elle est plutôt c'est la réservée. Ah oui, bah oui, parce qu'on s'est permis. Bon, allez, je spoil le visuel tout de suite. Donc là, c'était une société donc il y avait un restaurant et un débit de boissons qui s'appelait Montaigne Maison Blanche. Et en fait, ils avaient plusieurs marques internationales, Union européenne et marques françaises. Et finalement, ils se rendent compte qu'il y a un autre restaurant qui utilise le nom, donc là, La Maison Blanche, Montaigne Maison Blanche, La Maison Blanche, comme enseigne, et ils considèrent que c'est une contrefaçon de leur marque, donc ils assignent en justice. Et ce qui se passe, c'est que l'action, elle est accueillie en première instance, et du coup, le restaurateur qui a été attaqué décide de faire appel, et grand bien lui en a pris, parce qu'il s'avère qu'en fait, il y avait quelques petites irrégularités. Donc, sur la marque de l'Union européenne, en fait, il s'avère qu'elle était enregistrée au nom d'une société qui n'était pas partie à l'instance, et en fait, par jeu d'une fusion-absorption, elle avait été absorbée en fait par la demanderesse à l'action. Or, normalement, pour être opposable à un tiers, un tel transfert de marque doit être inscrit au registre national des marques, et là, ça n'avait pas été le cas. Il n'était pas le titulaire officiel du titre de propriété industrielle. Et ce qui est retenu de ça, c'est que pas d'intérêt à agir. Parce qu'en fait, il y a eu une inscription qui a été faite, mais après que l'assignation ait été délivrée. Donc, il y a quelques commentateurs qui ont dit que c'était finalement une prime à la contrefaçon. J'entends ce qui est dit, mais néanmoins, là, c'est le respect ni plus ni moins des formalités requises pour que tout à chacun soit au courant de qui exploite quoi et qui est titulaire de quoi. Et puis, alors, voilà, autre petite irrégularité, ils avaient une marque internationale qui désignait l'Égypte, qu'ils invoquaient pour des faits de contrefaçon en France. Donc là, non, pas possible. Et marque française, je ne sais pas si c'est exprès, ça me paraît gros quand même, mais marque française qui n'a pas été renouvelée. Alors, il y a quand même... comme elle était expirée à compter de 2016, les faits de contrefaçon ont quand même été reconnus pour ce qui est, me semble-t-il. Non, le sujet a été évoqué s'il y avait contrefaçon avant 2016, donc au moment où la marque française est en vigueur. Et en fait, il est retenu qu'il n'y a pas de risque de confusion. Tout ça pour ça. Elle est sévère, effectivement, pour le demandeur, après, elle a raison. Après, elle met en valeur deux sujets qui sont hyper importants, qui sont les questions de date de renouvellement, qui est souvent le problème que nous, on voit chez nos clients qui peuvent être amenés au démarrage et déposer leur marque tout seul, ce qui est logique, effectivement. Il n'y a pas de rappel, en fait. Économie d'échelle, effectivement, et après, ils oublient la date de renouvellement. Le temps passe, effectivement, ils reviennent, effectivement, taper à la porte en disant j'ai perdu ma marque. Là-dessus, c'est d'autant plus embêtant quand on a notamment des marques qui sont très peu distinctives, qui ont été déposées il y a 15 ans ou 20 ans et qui sont renouvelées maintenant, parce qu'à l'époque, elles passaient à l'enregistrement, parce que l'INPI était beaucoup moins restrictif à l'enregistrement. Donc, c'est des marques qui sont valides, et qui ont été validées. Est-ce qu'elles ne peuvent pas être discutées? La validité ne peut pas être discutée, mais aujourd'hui, s'ils redéposent la même marque, est-ce qu'elle refuse l'enregistrement? Donc, il y a cet enjeu-là, effectivement, et puis l'enjeu de l'inscription, qui est un enjeu de taille. Et c'est vrai que sur les inscriptions, on préconise souvent effectivement des dépôts en mettant bien le numéro de SIRET de l'entreprise. Quand on a un groupe d'entreprise, si on ne met pas le numéro SIRET, on peut avoir parfois un petit peu de difficulté à retracer effectivement toutes les sociétés. Donc voilà, avant de faire une action, s'assurer que les titres sont encore en vigueur et qu'on en est bien, que la chaîne de titularité est respectée et portée à la connaissance de tous. Alors, on continue notre balade de chemin. Pour la recevabilité de l'action, il y a un principe en droit des marques qui est la conclusion par tolérance. Alors, la conclusion par tolérance, comment ça marche? J'ai un premier titulaire qui a déposé une marque, un deuxième titulaire, un tiers qui a déposé une marque seconde, et le titulaire antérieur, celui qui est propriétaire de la première marque, tolère pendant plus de 5 ans, à compter de la publication de la marque seconde, cette marque, et ne réagit pas, ne
fait pas d'action en nullité ou en contrefaçon, etc. Et dans ces cas-là, on va considérer qu'il y a une forclusion par tolérance et qu'il ne peut plus faire valoir ses droits. Alors, je reprécise, c'est dans le cas d'une tolérance entre deux marques. Parce que souvent, effectivement, parfois on peut faire une erreur, c'est de se dire, ben oui, mais il m'a toléré, j'utilise ce site depuis plus de 5 ans, donc forclusion par tolérance. Là, c'est pas une forclusion par tolérance, parce qu'il n'y a pas une tolérance d'un enregistrement de marque là-dessus. Là, ce qui s'appliquera éventuellement, ce sera une question de prescription, effectivement, prescription légale là-dessus par rapport à ça. Donc là, on est dans ce cas-là, on était avec une marque Gourmet Box, effectivement, et une marque Gourmet Box, territoire, voyage et gastronomie. La question de la distinctivité s'est pas posée cette marque-là, elle aurait pu se poser aussi. C'est soit dit en passant. C'est plus alléchant comme box. Et s'était posé la question de savoir est-ce qu'il y avait une forclusion par tolérance qui s'appliquait. Le demandeur disait non, pas de forclusion par tolérance, qu'il avait effectivement écrit une mise en demeure avant d'agir, qui avait moins de 5 ans avant son action. Sauf la question qu'il se pose, c'est pas tant que la mise en demeure, c'est de savoir si de manière concrèto, est-ce qu'effectivement il avait connaissance de cette marque depuis plus de 5 ans avant l'introduction de l'action. Et dans ce cas-là, on était dans un domaine de niche, en fait, dans cette activité, effectivement, cette activité de box. Et en fait, nécessairement, ils apparaissaient sur les mêmes plateformes, les mêmes choses, et nécessairement, le titulaire de la marque intérieure connaissait effectivement Gourmet Box. Là-dessus, voilà. Le Gourmet Box connaissait nécessairement la marque Gourmet Box territoire, voyage et gastronomie là-dessus. Donc il y a eu une appréciation très concrète, effectivement, qui a été faite par les magistrats là-dessus. Donc dans ces cas-là, effectivement, forclusion. Donc là, je vais peut-être aller un peu plus sur cette question, mais une marque française qui est déposée au nom d'une association pour des produits et services en lien avec les bateaux, des produits. La marque, elle est transférée à une société qui intervient dans la construction navale, se rend compte que finalement, il y a un tiers qui fait fabriquer en Chine les bateaux qui sont floqués d'une marque identique, du coup, Action, etc. Et là, en fait, il y avait une irrecevabilité qui avait été retenue parce que à la date du dépôt de la marque par l'association, il s'avérait qu'en réalité, elle n'avait pas été elle n'avait pas été inscrite, c'est ça? Oui. Elle n'avait pas été, j'allais dire déposée, mais c'est pas du tout le terme approprié. Excusez-moi, elle n'avait pas été inscrite en tout cas. Elle n'avait pas d'existence juridique, elle n'avait pas de personnalité morale. Elle n'avait pas été déposée à la préfecture. Voilà, c'est ça, elle dit déposée à la préfecture. J'avais un doute sur la terminologie. Il n'y avait pas eu de déclaration d'association. Voilà, déclaration. Merci Pierre. Déclarer, c'est ça que je cherchais. Merci. Donc, finalement, on considère que il y a un adage, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en détient. Donc, on a considéré que le fait que l'association n'était pas déclarée au moment du dépôt, eh bien, elle n'existait pas. Et du coup, ça avait vicié la cession qui était intervenue derrière. Et du coup, irrecevabilité de la demande. Donc là encore, warning sur attention à bien vérifier quand on a un titre de propriété industrielle que, encore une fois, toute la chaîne a bien été respectée. Je trouve que c'est intéressant cette décision parce qu'effectivement, quand on voit un dépôt d'une marque qui est fait au nom d'une société, il peut être intéressant, s'il n'y a pas de numéro SIRET, j'entends. S'il n'y a pas de numéro SIRET, il peut être intéressant d'aller regarder, récupérer, effectivement, ça peut être un signe d'alerte. Alors, le numéro SIRET n'est pas obligatoire. On est stade des défis de là-dessus. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que je pense que c'est un élément de quantification qui permettrait de facilement faire le lien entre différents titulaires, un même titulaire avec différents titres. Mais effectivement, ça peut être un signe d'alerte. C'est intéressant d'aller regarder ça avec le numéro SIRET, puis par surprise, peut-être on peut avoir une bonne surprise. On n'est jamais à l'abri d'un coup de bol. On a quelques côtés en place. Disons par tolérance, là-dessus, c'est la marque Free, effectivement, des communications, qui sont très très actifs en matière d'opposition pour des marques qui reprendraient, qui auraient une autre puissance propre
reprendre le terme Free, effectivement. Sauf qu'ils en avaient laissé passer une, Free SBE, c'était une société de courtage en assurance qui avait déposé Free SBE pour le courtage. Donc ils n'avaient pas pu faire opposition à l'époque, et effectivement, donc, ils ont fait une action contre la société Free SBE. Alors, vous allez me dire, mais c'est des télécoms, le courtage, c'est la même chose. Bon, en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est qu'en fait, Free, c'est une marque, ce qu'on appelle une marque, je dirais, de renommée, en fait, tellement connue. Et quand on a une marque qui est tellement connue, au bout d'un moment, elle est protégée pour tous les produits et services, au-delà des produits et services pour lesquels elle est déposée, en fait, là-dessus. Parce qu'effectivement, ce qu'on veut éviter, ce que le législateur veut éviter, c'est que quelqu'un il prend une marque très connue dans un autre domaine, et en fait dilue le pouvoir distinctif de la marque, ou en fait finalement on profite finalement de la réputation de la marque derrière. Bon, ceci étant, Free s'est pris les pieds dans le tapis parce que ils avaient fait. Voilà, leur nouveau slogan sur les Free s'est pris les pieds dans le tapis. T'as vu, j'aurais pu faire le marketing. Et c'est pas bien de déconcentrer les gens. Moi, j'étais. Je retiens. Salut. Là, en fait, là où Free il y a un problème, c'est qu'effectivement, la marque avait été publiée, le dépôt de la marque a été publié il y a plus de 5 ans. Et il a été démontré que Free, en fait, est très actif en matière de surveillance du nouveau dépôt et fait des oppositions de manière quasi systématique. Et du fait de cette politique de surveillance qui ne sont pas contestées, on pouvait légitimement considérer qu'effectivement, ils l'avaient identifié dans le cadre de la surveillance au moment du dépôt, et ils n'avaient pas fait d'action avant les 5 ans, donc forclusion par tolérance. Et ça, c'est vraiment intéressant, ça, parce que ça a été reconnu, donc c'est reconnu aujourd'hui, effectivement, dans cette décision, ça a déjà été reconnu dans d'autres décisions, et c'est vraiment intéressant parce qu'à partir du moment où on est capable de démontrer que la société est active en matière d'opposition, on tape le nom titulaire, on regarde en base pour voir s'il fait des oppositions. Et si on voit qu'il fait énormément d'oppositions, c'est un signe de surveillance, en fait, là-dessus. Et le fait qu'il fasse des surveillances, effectivement, est très intéressant. Alors après, il y a deux options qui se posent. Soit on va en guerre et on part dans une action en forclusion par tolérance, soit ça arrive parfois, en fait, on peut être une société petite et on se dit, mais est-ce que je vais aller me battre contre Free, quoi. Je sais pas. Donc, ce qui peut être fait dans ces cas-là, c'est invoquer la forclusion par tolérance, qu'on a déjà fait dans certains dossiers, invoquer la forclusion par tolérance en disant, écoutez, elle est avérée là-dessus. Après, si vous donnez 24 mois à notre client pour changer de nom, pour basculer sur un autre nom, on n'engagera pas l'action. Voilà, mais on peut effectivement avoir des bras de levier effectivement, pour arriver à quelque chose. Voilà, après, selon ce que veut le client. À toi, je ne vais pas te couper. Donc, c'était une marque Moustistor. Voilà, Moustistor. Et des moustiquaires. Donc là, c'était le licencié exclusif de la marque Moustistor qui agissait contre des sociétés qui considéraient donc comme contrefactrices, en fait. Et en réponse, elle soulevait dans le cadre d'un incident l'irrecevabilité des demandes parce qu'il n'était pas démontré qu'il y avait une autorisation préalable et écrite du titulaire de la marque à agir en justice au profit du licencié exclusif. Donc là, le sujet, en fait, c'est l'article L716.4.2 du Code de la propriété intellectuelle. Donc là, je vais citer ce qu'il dit, qui dit que l'action en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf si stipulation contraire dans le contrat. Et après, ils disent que si le bénéficiaire d'un droit exclusif n'a pas eu de retour après avoir mis en demeure le titulaire de faire quelque chose, dans ce cas-là, il retrouve une certaine liberté. Donc, le principe, c'est qu'il faut requérir le consentement du titulaire de la marque pour avoir intérêt à agir, sauf disposition différente dans le contrat. Là, en fait, en l'espèce, le contrat de licence qui était inscrit au registre national des marques, pour le coup, il permettait expressément aux licenciés exclusifs d'agir seuls en contrefaçon. Et en plus, il s'avérait que le premier courrier de mise en demeure était co-signé par le titulaire et le licencié exclusif, et qu'il avait donné son accord pour agir en justice. Donc, bon, là, je ne sais pas trop pourquoi ils ont tenté le coup, mais en fait, depuis le ça c'est surtout pour illustrer que depuis le paquet marque, en fait, les conditions pour que le licencié exclusif fasse une action en contrefaçon ont été intéressantes. Donc voilà pour ce sujet. Et il en reste une dernière, je pense, sur les marques, c'est ça? Oui, je propose de passer très rapidement dessus, sur celle-là, parce que c'est une question de forclusion par tolérance. Bon, l'intérêt, c'est que elle était un peu. Les faits sont un peu alambiqués. Je veux bien parler des faits alambiqués, mais effectivement, c'est une décision surtout de la CJE, de la Cour de justice de l'Union européenne,
qui se positionne effectivement sur une question de forte non-tolérance. On constate que la Cour d'appel de Paris tout à l'heure, le fait d'avoir, c'est pas il faut pas, ce n'est pas la connaissance de la marque ne se caractérise pas nécessairement par l'envoi d'une mise en demeure. C'est-à-dire qu'effectivement, on va apprécier concrètement si effectivement le titulaire de la marque antérieure avait connaissance effectivement de la marque seconde. C'est la première chose. Et après, la décision, on est sur une décision liée avec une société allemande. Et en fait, il y avait une question juridique qui se posait de savoir à partir de quand l'action avait été engagée par la société allemande en Allemagne. Et en fait, en Allemagne, manifestement, quand on fait un recours juridictionnel, on peut déposer un acte dans le tribunal, mais l'action n'est engagée qu'à partir du moment où il y a une certification de l'acte qui est faite. Et en fait, il s'est écoulé 2 ans entre le dépôt au tribunal et la signification, et c'est la signification qui valait l'engagement de l'action. Et entre-temps, le délai de 5 ans avait été expiré. Alors, une autre pour moi, là-dessus, alors ça peut paraître évident, mais ça met un terme à J'atermoiement. Je ne m'empêcherai pas d'en délier aussi. Et effectivement, pendant des années, en fait, le simple dépôt d'une marque était considéré comme une contrefaçon de marque, ce qui posait quand même problème, parce qu'effectivement, l'acte administratif de dépôt avec non-exploitation derrière, on pouvait considérer que ce n'était pas une utilisation dans la vie des affaires, en fait, par rapport à ça. Et voilà, donc, effectivement. Alors après, il y en a d'autres qui vont me dire, oui, mais bon, quand je dépose une marque devant l'INPI, j'ai possibilité de faire opposition à cette marque qui n'est peut-être pas déjà exploitée. Finalement, j'invoque également des droits antérieurs vis-à-vis de cette marque-là. Bon, mais l'action de contrefaçon pour les tribunaux, en fait, là, la Cour de cassation tranche, nous dit fin 2021, le dépôt d'une marque n'est pas en soi constitutif d'une contrefaçon, sauf parce qu'il soit effectivement commercialisé, exploité, etc. Ce qui paraît logique, effectivement, par rapport à dessin et modèle. Oui, alors dessin et modèle, juste là, on est dans une protection également par dépôt, alors classiquement, qui vient en complément avec la protection par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est effectivement c'est la magie du droit français, c'est effectivement à partir du moment où on crée une œuvre, on fait une œuvre, quelle que soit sa nature d'ailleurs, effectivement, quel que soit son mérite, qu'elle soit moche ou belle d'ailleurs. À partir du moment où effectivement on est à même de montrer qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, c'est-à-dire qu'effectivement on est capable d'expliquer comment c'est sorti des tripes de l'auteur et de ses mains, ainsi de tout ça, on est amené à démontrer cette empreinte de la personnalité, on remplit la condition qu'on appelle l'originalité et on est protégé par le droit d'auteur là-dessus. Donc, rien déjà par ce que je viens de dire, on se rend bien compte que c'est un peu spongieux, très subjectif. Donc, en fait, ça va directement être lié à l'appréciation que va faire un magistrat in fine. En complément de ça, sur un même objet, on a la possibilité d'être protégé de manière complémentaire par les dessins et modèles enregistrés. Donc, effectivement, bénéficier d'un deuxième niveau de protection par un dessin et modèle enregistré avec 2 conditions de 3 protection. Ouais, on va s'arrêter à 3. La première, c'est la nouveauté. Est-ce qu'on retrouve effectivement avant le dépôt strictement exactement la même chose, la même forme, la même forme de produit sur le marché, sur le marché, quoi, là-dessus, sur le marché concerné, là-dessus, ou est-ce que on trouve quelque chose qui diffère par des détails insignifiants, quoi, là-dessus. Si effectivement, dans ce cas-là, il y a défaut de nouveauté, donc pas possibilité d'être protégé. Deuxième condition, c'est le caractère propre. C'est plus subjectif, c'est moins objectif. On va prendre effectivement ce qui existait avant et on va voir effectivement si l'impression globale est la même. Et si on a une même impression globale, on n'est plus dans les détails insignifiants, mais une impression globale. L'impression globale, effectivement, qui est la même, à ce moment-là, il n'y aura pas de caractère propre, donc pas de possibilité d'être protégé. Avec une pondération qui est qu'on prend en compte ce qu'on appelle l'observateur averti pour cette appréciation. L'observateur averti, c'est la personne qui est là. Il y a des discussions sur qui est l'observateur averti, mais juste pour illustrer, par exemple dans le domaine de la mode, aujourd'hui c'est un domaine qui est un peu saturé là-dessus, donc on peut avoir entre différentes chaussures des caractéristiques communes, des lacets, couvrantes là-dessus, style basket là-dessus. Et en fait, finalement, on voit finalement qu'il y a un niveau de créativité effectivement qui dans certains domaines et qui sera moins important parce que le marché est assez saturé en termes de créativité. Donc effectivement, on va essayer d'apprécier finalement ce caractère propre
mais en lien avec le niveau de saturation de l'état de la créativité dans le domaine concerné. Là-dessus. Et c'est cet observateur averti, effectivement, va apprécier finalement si finalement il y a un petit push, un petit truc qui fait la différence par rapport. En gros, je crois, si c'est très saturé, des différences plus insignifiantes pourront être signifiantes pour dire que c'est différent. Et quand on est sur un marché très libre, beaucoup des Exactement. Tout à fait, là-dessus, ça va être ça. Puis après, troisième critère, mais il n'y a pas de décision, je crois, là-dessus, c'est le caractère apparent. On protège quelque chose qui est apparent, je dirais, quand on l'utilise. Par exemple, une pièce de moteur qui construit en dessous un jaune de culasse, tout ça, peut pas être protégé. Je crois qu'il y avait un nappage chocolat dans un cookie. Je me demande s'il n'y avait pas une décision comme ça il y a quelques années. Là-dessus. Voilà, les critères là-dessus. Également, on ne peut pas déposer qu'il y ait une forme qui est purement fonctionnelle. Voilà, donc un peu le cadre de départ. On a moins de décisions quand on marque. C'est moins de décisions de extraire modèle. Donc là, pareil, on va évoquer la validité, un petit aspect procédural, je crois, et puis 2-3 décisions sur la contrefaçon. Donc là, sur la validité du modèle, là, dans cette espèce, la question qui se posait, c'était celle de la validité du coup d'un modèle déposé pour du linge de table. Donc vous voyez, à côté celui qui est le plus à côté du titre, c'est celui qui a été déposé. Il y a une demande en nullité qui a été formée devant l'Office pour défaut de nouveauté de caractère individuel. Là, on est au niveau européen, on est devant le tribunal de l'Union européenne. Ce qui est intéressant en fait dans cette décision, c'est ce qui a été admis comme une divulgation antérieure pour conclure justement à l'absence de nouveautés. Donc là, la demande en nullité, en fait, elle était basée sur le modèle que vous voyez juste à côté, toujours linge de table. En fait, il a été publié en 1945 dans un livre qui s'appelle The Classics of Magic, qui avait été écrit par un magicien en fait sur l'art de plier les serviettes dans son domaine à lui. Alors, je trouve ça assez drôle. Donc là, le tribunal il a confirmé la décision de la chambre de recours de WEPI qui avait considéré que du coup le dessin en question, le modèle, pouvait être considéré comme connu, raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, donc là du linge de table, pour les raisons suivantes. En fait, il retient que le livre, il était facilement accessible sur Amazon, que les livres qui sont publiés aux États-Unis sont généralement lus dans l'Union européenne également, et il retient que finalement le titulaire du modèle contesté, il n'avait pas vraiment fourni d'éléments qui permettaient de démontrer que les milieux n'auraient pas été au courant de cette divulgation antérieure. Donc cet exemple, donc pas de nouveauté en l'espèce. Donc, nullité du modèle. Donc là, en fait, c'est juste cette décision pour montrer que ça peut aller loin. Le périmètre de ce que le milieu concerné était censé comme raisonnablement avoir dû connaître. C'est très compliqué cette phrase. Donc là, on voit que ça peut être assez large, en fait, très clairement. Alors, là, on est sur une décision. Et là-dessus, effectivement, décision sur des chouchous qui avait été déposée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est moi qui me suis pris cette décision là-dessus. Et la question qui est posée, c'est une question, surtout, il y avait une question de défaut de nouveauté là-dessus. Mais c'est une question de preuve de ce défaut de nouveauté. Alors parfois c'est très compliqué parce que les clients viennent nous voir et disent c'est connu, ça existe depuis déjà très très longtemps. Alors on dit écoutez, c'est connu, mais démontrez-moi que c'est connu avec une date certaine. Effectivement, vous avez de la documentation avec une date qui montre que c'est connu. Les clients me disent oui, mais c'est tellement connu qu'il n'y a pas de documentation en fait. Donc, effectivement, ils sont un peu démunis et légitimes. Donc on va faire des recherches sur Internet, d'abord en premier niveau, pour voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent être intéressantes. Avec la difficulté qu'on a sur Internet, c'est qu'effectivement, la datation est à l'instant T où on consulte, quoi. Donc, ce n'est pas une datation antérieure. Alors, on peut retrouver des passages qui évoquent que ça a été développé à telle date, ainsi de suite, tout ça. Voilà. Il y a les bases de données de dépôt de dessin modèle, de brevet, ainsi de suite, pour retrouver des éléments, ainsi de suite. Voilà. Et existe également un site qui s'appelle archive.org. Archive.org, en fait, est en fait un site qui archive les contenus du web.
en fait, là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un site Internet, alors c'est important à plusieurs titres, à partir du moment où un site Internet sort, HashiCorp va effectivement aspirer des captures d'écran de ce site, aspirer le site et conserver en mémoire, effectivement, le contenu de ce site. Donc, quand on va sur le site HashiCorp, en fait, on va mettre le nom du site Internet sur lequel on veut voir un peu un historique. Typiquement, je vois l'historique de solboxia-avocat.com. Là-dessus, je vais taper dessus, effectivement, et je vais tomber, effectivement, sur des captures à un instant T qui ont été faites du site Internet de Solboxia. Et je suis capable de voir à quelle tête avait le site solboxia-avocat avec un s.com à tel moment, ainsi de suite, tout ça. Alors, vous n'amusez pas à faire avec Solboxia, parce que Solboxia, le nom a changé en début d'année, donc effectivement, on a un historique qui est plutôt bien, qui était mais si vous allez sur l'anglais-avec un s.com, effectivement, ça sera beaucoup plus. Donc en fait, on peut très clairement voir le site en 2012, par exemple. Et voir la tête du site. Alors, ça présente plusieurs intérêts, et c'est en dehors du spectre de cette décision, c'est que quand vous avez un contrefacteur qui dit bah non, moi j'ai pas de contenu, j'ai jamais mis de contenu sur mon site tel que vous le dites, vous ne le démontrez pas. Le problème qu'il y a, c'est que si ça a été archivé par HashiCorp, on est capable de démontrer effectivement que ça a été supprimé. Et ça amène cette question de datation est importante parce qu'aujourd'hui, les tribunaux, et la Cour d'appel de Paris a déjà été amenée à se pencher là-dessus. Au début, ils ont dit à HashiCorp, c'est pas sûr, on ne sait pas. Finalement, la datation, il y a un vrai doute sur la datation parce que c'est pas un site institutionnel, il n'y a pas de garantie d'État, tout ça, c'est pas l'INPI. Et il y a eu une discussion là-dessus. Et là, maintenant, il y a une tendance là, depuis 2 ans qui considère que, en premier niveau, on peut considérer que ça constitue une preuve de datation sous réserve qu'il n'en soit pas amené la preuve contraire. Et c'est extrêmement intéressant, c'est ce qui s'est passé pour les chouchous. Là-dessus, c'est qu'effectivement, ils étaient capables de démontrer sur des sites de vente de chouchous, que, effectivement, là-dessus, ça fait rien. Non, mais c'est pas le terme, en fait, c'est un élastique. J'ai dit chouchou pour me moquer un peu. Mais ça fait effectivement, je suis, t'inquiète pas, je disais à mon époque que les filles avaient des chouchous. Là-dessus, et puis dans la cour d'école, on s'amusait à relever les chouchous des filles. C'était un sport national là-dessus. Ça y est, c'est et effectivement, donc voilà, donc ils ont réussi à trouver des sites qui commercialisent effectivement ce type effectivement de pince à cheveux. Même type de pince à cheveux, effectivement, qui existait, et démontrer effectivement un défaut de nouveauté derrière. Voilà. Donc intérêt pratique très très important effectivement de ce site internet, qui joue également en matière de brevet. Quand on est obligé de démontrer effectivement une antériorité en matière de brevet, on peut aller trouver effectivement des contenus plus. Je crois que dans cette décision, ils avaient évoqué aussi Wikipédia, me semble-t-il. Je crois que c'est dans celle-là. Ah, Wikipédia, c'est plus gênant. Ouais, bah justement, parce qu'il y avait des archives.org sur des blogs. Donc là, en fait, c'est sur le caractère, c'est le caractère, je crois, falsifiable, en fait, de l'élément de preuve. Et il dit clairement Wikipédia, bah, c'est non, en fait, parce que chacun peut y mettre le contenu qu'il souhaite. Donc ça, c'est pas acceptable. C'est absolument pas fiable. Parce qu'il est du bon sens. Alors, Paris, toujours Paris. Toujours Paris, toujours Paris. Donc c'était une société qui distribuait des produits dans des magasins de souvenirs, et notamment ceux que vous voyez à l'écran là, des modèles de porte-clés représentant la Tour Eiffel. On constate qu'un concurrent fait la même chose, du coup action en contrefaçon de modèles. Mise en demeure, c'est différentes façons. Action en contrefaçon dans le cas qui nous occupe. Et en fait, les sociétés appelantes ont contesté la validité, alors déjà du premier modèle, donc c'est celui qu'on voit au-dessus, me semble-t-il, et sous ma part, déposé en 2016 parce qu'il y avait un fournisseur sous eux qui commercialisait le même modèle, enfin produisait la même impression, en tout cas depuis 2014. Donc sur le premier modèle, la juridiction, elle nous dit que la distribution de catalogue où figuraient des modèles de porte-clés quasi identiques au modèle litigieux avant son dépôt, ça permettait de remettre en cause sa nouveauté. Et il y avait aussi un sujet sur le caractère propre parce qu'on considérait que finalement, il n'y avait pas d'impression d'ensemble visuel différente de ce qui existait justement dans ces catalogues qui étaient produits. Donc, l'observateur averti ne verrait pas réellement de différence du coup, ce modèle est annulé. S'agissant du second dépôt, donc ça c'est très factuel, mais les défendresses, elles disaient qu'il n'était pas non plus nouveau parce qu'il y avait un dépôt antérieur qui avait été fait par leurs soins et qui aurait été censé, entre guillemets, tuer la nouveauté du dépôt en question. Et là, la juridiction dit,
Le problème, c'est que le dépôt que vous évoquez n'a jamais été rendu public, notamment par une publication. Donc, il ne peut pas être invoqué à ce niveau-là. Et du coup, pour ce modèle-là nouveauté, et du coup, je divulgage, je spoil, parce que en fait, cette décision-là est révoquée après pour la contrefaçon, donc pour boucler la boucle peut-être, sur ce second modèle qui a été reconnu comme valable. Donc là, c'est celui qu'on voit en dessous avec les couleurs. Là, la contrefaçon avait été retenue comme caractérisée. Alors, c'est un autre modèle dont je n'ai pas retrouvé de photographie, mais ce qui a été retenu, en gros, c'était dire qu'il y avait les mêmes caractéristiques, globalement, sur les porte-clés en question, parce que tous les deux, ils avaient une tour Eiffel métallique, ils avaient donc la tour Eiffel tracée avec une petite chaînette et des petits charmes sur la chaînette avec les lettres Paris et les couleurs bleu-blanc. C'est-à-dire que ça, c'est un élément qui permet de caractériser la contrefaçon. De la même manière, les proportions des produits étaient quasi identiques. Et les différences en fait, qu'il y avait entre les produits en question, c'était les couleurs des charmes qui étaient différentes. Et il y avait une tour Eiffel qui était argentée et l'autre qui était plutôt dorée. Donc, ils disent que là, ce n'est pas suffisant pour que l'impression d'ensemble soit considérée comme différente. Donc, dans ce cas-là, il y avait eu contrefaçon. Voilà, excusez-moi. Les questions de recevabilité, effectivement, d'une action en matière de dessin et modèle. On était sur un sujet d'overboard, des overboards qui avaient été vendus par une société française, une société chinoise, attaquée en contrefaçon. Bien sûr, effectivement, c'est un peu atypique. On ne peut pas rentrer, l'idée n'est pas rentrer dans les clichés, mais effectivement, la société chinoise a attaqué la société française pour un problème de contrefaçon de dessin et modèle. Bon, on va voir finalement, c'est un peu plus dans le sens que dans ce sens-là, c'est que la société donc, chinoise avait déposé un modèle qui l'opposait, sauf que en face, il disait, mais non, moi j'ai un problème, c'est que finalement, c'est pas vous qui avez développé ce overboard, c'est une autre société tiers. C'est pas nous, c'est une autre société qui a développé ce board et finalement, vous n'avez pas de droit, au dessin et modèle sur ce board là-dessus. Donc finalement, vous avez copié là-dessus. Vous êtes en train de basculer cette copier, alors finalement, vous avez déposé le modèle d'un autre là-dessus. Voilà. Alors la première réaction, je dirais, du tribunal, c'est de dire, on ne peut pas soutenir il n'y a que le vrai créateur du produit qui peut agir, contester effectivement les droits d'un autre là-dessus. On ne peut pas contester par procuration. Là-dessus, c'est pas possible. C'est la première chose qui est dit. En revanche, partant de ce constat et pièces à l'appui, en fait, finalement, celui qui avait conçu l'overboard initialement avait amené des pièces. Il n'était pas parti à la procédure, mais avait amené des pièces. Il est démontré qu'effectivement, la société chinoise n'a absolument pas conçu le board qu'elle a déposé à titre de modèle et qu'elle finalement, elle s'est juste accaparé des droits qu'elle n'avait pas là-dessus. Et là, les juges considèrent que oui, on ne peut pas invoquer, entre guillemets, une propriété qui n'est pas la nôtre. En revanche, on peut invoquer la fraude là-dessus. Et effectivement, le fait d'avoir déposé un modèle sur le produit d'un tiers qui avait été créé par un tiers, c'est de la fraude. Et la fraude corrompt tout. Et effectivement, donc, ça corrompt le dépôt, donc nullité du dépôt. La décision qui est tout à fait, je vais aller rapidement, hein, qui est tout à fait, je dirais, entre guillemets, logique, pas tant que ça, manifestement, parce qu'il a fallu le rappeler via la Cour de cassation. C'est une société qui reprochait à une autre la contrefaçon là, vous voyez, modèle de tampon. Et en fait, on appelle la Cour avait retenu la contrefaçon en considérant que les modèles produisaient une impression d'ensemble identique pour l'observateur averti. Mais en fait, elle s'était basée sur les modèles commercialisés dans la vraie vie par le demandeur et pas sur les reproductions qui étaient dans le certificat d'enregistrement du modèle. Donc voilà, ça va mieux quand même en le rappelant, mais il ne faut surtout pas oublier que quand on invoque une contrefaçon de modèle, on compare par rapport à ce qui a été déposé et par rapport à rien d'autre, là en l'occurrence. Voilà, petit rappel. Et ça, c'était... Voilà. Alors, ça, effectivement, on est sur l'arrêt du 13 mai. Là-dessus, donc là, une action. Alors, c'est une action qui avait été menée, c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure le fait qu'on peut avoir la double protection en droit d'auteur et dessin et modèle. C'est une action, on est en matière de monture de lunettes.
domaine très saturé d'ailleurs. On parlait Ouais, c'est vrai. de domaine saturé, effectivement. On peut avoir des lunettes très très rock'n'roll et qui est vraiment fait qu'on se distingue des autres. Effectivement, on est sur des produits où le domaine est très saturé. Une monture qui avait été développée avec un cerclage arrondi, mais avec quelques particularités liées à des lignes droites, effectivement symétriques sur les parties externes, effectivement, et supérieures du cadre des lunettes. Action en contrefaçon de droit d'auteur, a été invoquée des droits d'auteur, et puis également action en contrefaçon dessin et modèle. Là, les juges considèrent que finalement, qu'il n'y a pas d'empreinte de la personnalité de l'auteur sur les lunettes. Là-dessus, il n'est pas démontré que les lunettes sont originales au sens porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, et ne considèrent qu'il n'y a pas de droit d'auteur, pas de contrefaçon des droits d'auteur. Donc là, et d'où l'importance effectivement d'avoir des dessins et modèles enregistrés. Souvent on oublie d'ailleurs les dessins et modèles enregistrés, mais finalement quand on a la double protection, c'est quelque chose qui peut vraiment énormément aider. Et il y avait un modèle qui avait été déposé, et pour le coup le modèle, les magistrats considèrent que le modèle effectivement était bien valable là-dessus. Il répondait aux conditions de nouveauté et de caractère propre, qui sont des conditions qui sont beaucoup plus objectives et moins spongieuses que empreinte de la personnalité, où finalement on ne sait pas si ça va aller à droite ou à gauche là-dessus, c'est très concreto là-dessus. Donc ils reconnaissent des droits, et puis ils reconnaissent qu'effectivement il y a une impression d'ensemble qui est la même avec le produit contrefaisant, donc contrefaçon du modèle enregistré. Donc là c'est intéressant effectivement à ce titre effectivement de double protection. Là-dessus, effectivement, d'avoir en tête effectivement ça et pas uniquement se réfugier vers des droits d'auteur. Quand on est effectivement dans de la distribution de masse, comme des lunettes, comme des chaussures, comme des sacs, ainsi de suite, tout ça, on a vraiment intérêt à avoir des dessins modèles enregistrés. Car on n'aura pas, en plus, qui plus est dans un domaine saturé, on n'aura pas cette possibilité d'avoir des droits d'auteur parce qu'on va avoir du mal à qualifier cette empreinte de la personnalité, alors que dans un domaine saturé, du fait des conditions de protection du dessin modèle enregistré, qui prévoit spécifiquement qu'on peut être protégé quand bien même le domaine sera saturé si on démontre qu'effectivement on se distingue légèrement plus de ce qui existe dans le domaine concerné, on sera protégé et on aura potentiellement une contrefaçon là-dessus. La décision bonus, et on aura terminé, c'est le masque Easy Brush de Decathlon. Marketing pour ceux qui n'auraient pas de masque Easy Brush. C'est du placement de produit pendant nos. J'ai compris que finalement, il y a plus de minimum cette vie. J'ai fini par changer, effectivement, j'ai changé mon truc. Voilà. Donc voilà. Donc oui, mais tu peux dire. Mais oui, bien sûr, j'ai décidé de me déconcentrer. Non, mais tu peux dire que tu aimes bien le produit, je crois, non, c'est ça que tu voulais dire. Non, ouais. Excellent produit. Excellent produit, d'autant mieux produit pour des gens qui ont des problèmes de vue comme moi, effectivement, parce qu'effectivement, les vitres effectivement, de l'Easy Brush ont un effet, on a fait un léger effet de protection, de correction de la myopie là-dessus, parce qu'on ne peut pas mettre des lunettes derrière, donc, effectivement, donc, ce qui fait qu'on voit le fond de la mer, chose qu'on ne voit pas quand on est myope. Voilà. Terminé. Masque Easy Brush, il y avait un dessin. C'est un élément perturbateur. On avait, moi je suis hyper sérieux, on avait un dessin modèle qui a été déposé par Decathlon sur le marqué Easy Brush. Petite particularité, c'est pas ce qui est marqué sur la slide, c'est que ce modèle avait été déposé après commercialisation du marque Easy Brush. Là, vous allez me dire, commercialisation après dépôt, Decathlon s'était autant antériorisé, ce qu'il m'avait divulgué avant, donc a tué la nouveauté de son modèle. En fait, non, parce qu'on a une exception en matière de nouveauté qui dit que si c'est le créateur ou l'ayant droit du créateur qui a déposé, alors je parle uniquement en Union européenne et en France, ça ne s'applique pas dans le monde entier, on bénéficie d'un délai de grâce de 12 mois. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est vous le créateur ou l'ayant droit, si vous avez déposé dans le délai de 12 mois à compter, si votre dépôt intervient dans le délai de 12 mois à compter de sa divulgation, on considérera que cette divulgation ne sera pas prise en compte. En fait. On est protégé pendant cette période de 12 mois. Et donc, il appartenait à Decathlon de démontrer qu'ils étaient bien les ayants droit effectivement sur ce modèle. Alors, ils avaient fait appel à une société tierce pour faire ce masque Easy Brush, qu'ils n'avaient pas fait en interne, a priori.
là-dessus. La société en cause a dû se dire, la vache, j'espère qu'ils ont été bien rémunérés, effectivement, pour ce masque, parce qu'effectivement, c'est là, avec l'attente 2 secondes de Decathlon, je pense que c'est le deuxième produit le mieux vendu chez Decathlon. Là-dessus, parenthèse fermée, et il devait démontrer la propriété sur les droits. Decathlon communiquait le contrat, mais a biffé à plein d'endroits, ce qui fait qu'il y avait quand même un doute sur savoir, c'est la question de savoir si les droits avaient été cédés à Decathlon. Néanmoins, il y a une règle qui dit qu'à partir du moment où on a une jouissance paisible, effectivement, d'un produit, effectivement, on peut considérer qu'on a les droits et que le tribunal dit mais la société qui avait a priori cédé des droits n'avait pas agi en revenant une question des droits, donc on considère que cette jouissance paisible de Decathlon permet de justifier qu'ils sont ayant droit et bénéficier du délai de grâce. Ça, c'est la première chose. Après, ça se passe beaucoup moins bien pour Decathlon parce que alors, est attaqué la validité du masque Decathlon en disant que c'est purement technique, tout ça, et qu'effectivement, il existait des modèles qui avaient été déposés en 1994, effectivement, avec des formes de masques techniques là-dessus. Néanmoins, les juges disent, bon, ok, il y a des caractéristiques techniques sur l'Easy Brush, mais il y a aussi d'autres caractéristiques en plus. C'est pas purement technique là-dessus, donc le modèle est validé. On va y arriver. Alors en face, c'était Intersport qui avait lancé son propre masque, petite enseigne là-dessus, qui avait lancé son propre masque de plongée, qui ressemblait énormément effectivement à l'Easy Brush. Et appréciation de la contrefaçon, méthode de dessin et modèle. Et là, le côté fonctionnel revient dans la figure de Decathlon, parce que les juges considèrent que les caractéristiques communes ou de masques sont les caractéristiques fonctionnelles. Et comme pour les marques, là-dessus, effectivement, les éléments descriptifs, on ne peut pas comparer avec les éléments purement techniques là-dessus. Et pour le reste, il y avait des différences là-dessus. Donc, pas de contrefaçon. Et au bout du bout, Decathlon s'en sort, alors de manière un peu limite, c'est qu'il y a aussi, ça a démontré effectivement qu'il y a eu quand même effectivement du parasitisme, parce que le produit est tellement connu qu'à partir du moment où, quand bien même il n'y a pas de risque de confusion dans la tête du public, à partir du moment où je vends un produit tel l'Easy Brush, on pense Decathlon, on sait qu'on ne s'achète pas un Easy Brush de Decathlon, mais c'est quand même Decathlon qui a fait toute la promotion pour faire connaître le produit. Donc, condamnation, effectivement, pour parasitisme. Voilà. On est terminé. Ouais. Je crois. Là-dessus. Est-ce qu'il y aura, je vois qu'il est 58, je ne sais pas s'il y aura